3 dièses à la clé sur RCF Liège. Avec Christophe Bruls à la technique, bonjour et bienvenue dans 3 dièses à la clé. Nous poursuivons aujourd'hui notre entretien en compagnie de David Daoud, artiste franco-libanais, autour d'Eugène Delacroix et de la musicienne Louise Farinck. Bonjour David Daoud. Bonjour. Alors, si vous n'avez pas entendu la première émission, elle est toujours disponible en podcast sur RCF, 3 dièses à la clé. Alors, nous avons évoqué plusieurs choses dans notre première émission. La couleur, le mouvement chez Delacroix, sa carrière un peu, le voyage au Maroc. Qu'est-ce qu'on pourrait encore ajouter Peut-être c'est un peintre qui a, je pense que vous l'aviez évoqué, qui a peint des tableaux de grande dimension, mais qui a aussi peint pour l'état des fresques. À Versailles, il a fait au Sénat, il a peint des fresques. Et puis, bien sûr, il y a eu, à la fin de sa vie, le grand chantier de l'église Saint-Sulpice et de la chapelle des Saints-Anges. Exactement, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces peintures de commande, quelque part, oui. De toute manière, Delacroix, donc, au milieu de son retour du Maroc, il a eu des commandes publiques. Donc, évidemment, il a été reconnu plus ou moins à partir de sa moitié de vie. Donc il a eu des commandes de l'État, il a été acheté, c'est devenu le peintre officiel, même s'il n'est pas encore rentré dans l'académie. Mm-hmm. C'est à partir de peut-être 1850 où il a eu la médaille de la Légion d'honneur, quelque chose comme ça, que je me souvienne. Donc pour lui, c'était très important d'être reconnu. Oui. Et toute son œuvre, elle est faite d'une manière d'être aimé en fait par rapport au public, en fait par rapport à sa juste valeur. Donc à partir de l'âge de 50 ans, il a été plus ou moins reconnu par ses commandes publiques, etc. Et c'est devenu le peintre officiel de l'époque, quoi. Oui. Donc évidemment, il était en rivalité avec Ingres. Il se supportait pas, hein, même dans. D'ailleurs, il y avait une anecdote à cela. Il y avait un collectionneur qui a voulu, ou un prince ou un comte, a voulu à faire une exposition de Ingres dans la même salle, et Delacroix. Avec ces deux salles, il y avait une porte séparée de deux œuvres de deux artistes. Évidemment, Delacroix est arrivé, il est rentré dans la pièce, il a regardé Ingres et puis il est sorti et Ingres a dit à ses amis, ça sent le soufre ici. Ouvrez les fenêtres. C'est pour te dire à quel point il se détestait. Oui. Bon, je sais pas, après c'est la biographie qui dit ça, hein, mais je pense que c'est certainement, il y avait une concurrence, hein, évidemment, ça stimule la création d'avoir des concurrences, sinon il n'y a pas de niveau, il faut avoir de la concurrence pour avoir le niveau, pour monter le niveau de l'art en fait. C'est comme maintenant les artistes, sans concurrence, on pense que c'est bien, mais en fait le fait d'avoir de la qualité, ça monte le niveau, ça donne de l'ambition, ça en a envie de progresser. De progresser, oui. Donc c'est très important d'avoir de la concurrence. Et à l'époque, la concurrence était rude, hein, c'était pas rien. Il y avait des grands, Géricault, Ingres, tous ces artistes qui émergeaient. C'est comme maintenant, en fait. Hein. On a parlé dans la première émission du romantisme chez Delacroix, mais Delacroix, il réfutait un peu les étiquettes. Hein, il n'aimait pas qu'on dise qu'il était romantique. Et quand on le classait chez les classiques, il n'aimait pas non plus. Donc, pourquoi ce refus d'étiquettes? C'était pour suivre son trajet personnel ou... Je pense que ça le limite, en fait. Delacroix, c'était quelqu'un qui était très ambitieux, très imbu de sa personne, par rapport à son talent, par rapport à toutes ses commandes de l'État.
à un moment donné, d'avoir une étiquette sur le dos, ça le réduit. Et puis après, la presse commence à parler, etc. Ouais. Évidemment, il aimait pas. C'est comme maintenant, comme tous ces artistes, quand on commence à dire oui, tel il est comme ça, l'autre il est comme ça, que ce soit des comédiens ou des peintres. Donc évidemment, je peux comprendre, je peux comprendre qu'il n'aime pas les étiquettes parce que c'est quelqu'un qui avait c'était un humaniste en fait, hein. C'était un peintre humaniste, consciencieux. Il avait, je ne sais pas s'il avait le bras long, mais c'est vrai qu'à la base c'était un notable. C'est quelqu'un qui avait quand même une certaine des relations de haut niveau. Il est devenu important, mais accessible. Si par exemple tu as envie de rencontrer Delacroix, tu connais sa maison, tu tapes à la porte, il peut te recevoir, il va te dire j'ai le temps pour toi ou non. C'est quelqu'un qui t'est accessible. C'est pas comme maintenant quelqu'un qui peint un petit peu ou des ministres ou des sénateurs, ils ont des chauffeurs, etc. Donc à l'époque on pouvait aller voir Delacroix, lui dire il y avait pas des gardes du corps. Hein, c'est important de le souligner, ça. Hein. Ouais. C'était des gens quand même humains, accessibles. Maintenant, ils sont inaccessibles, les gens. Donc, dès que quelqu'un qui passe à la télévision, on ne peut plus les contacter. Quoi. Ils ont des... Bon, ça peut arriver qu'on ait la grosse tête, évidemment. Et parmi tous les tableaux de Delacroix, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué ou le plus influencé? Est-ce qu'il y en a qui se démarquent plus que d'autres? C'est vrai, il y a des choses... moi, j'aime beaucoup... c'était un peintre de la peinture religieuse. Oui. Moi, ce que j'admire chez Delacroix, c'est cette peinture religieuse qu'il a fournie une centaine de pièces. C'est quelqu'un qui avait des commandes dans des églises, etc. Et puis, c'est... Sa première commande, d'ailleurs, c'était une commande pour une église, hein, la première commande qu'il a eue, oui. Hormis sa peinture religieuse, mais toute son œuvre, elle est un peu spirituelle et mystique. C'est-à-dire que par sa touche, c'est cette lumière, ces bleus sombres, avec tous ces dégradés de bleu outre-mer, de bleu phthalo, de turquoise, ces recherches de couleurs. Parce que dans une couleur bleue, dans un ciel, il va mettre 10 autres bleus dedans pour le faire vibrer. En fait, c'est quelqu'un qui était vraiment très très attentionné, très sensible d'un niveau supérieur. C'est un génie de la peinture. Mais bon, donc il y a l'œuvre religieuse, il y a aussi des œuvres mythologiques. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que chez Delacroix, chaque œuvre est unique par sa dimension. Et comme la barque de Dante qu'il a fait à 22 ans, qui a été reconnue et achetée. Hein. C'est pas rien, hein. C'est une peinture de 3 mètres, je crois. Et le massacre du Kyo, le personnage, son travail du dessin du personnage, le corps, quand il fait les corps, ils sont vivants. C'était quelque chose de... Il était vraiment obsédé par la restitution de la couleur chair. Et donner vie à ses œuvres, en fait. Hein. Il était obsédé par la vie. Pour lui, quand il créait son tableau, il fallait qu'il y ait de la vie dans un ciel, dans un nuage. Il savait, c'était quelqu'un qui était croyant, je pense, qui était croyant. Et puis cette spiritualité mystique qui était en lui, ça a révélé son œuvre, en fait. Hein. En fait, tout de Delacroix est bon, hein, tout est bien. Même quand il faisait ses œuvres dans des églises, dans des scènes de personnages comme ça, avec cette lumière. Il composait la lumière dans ces scènes, en fait. Hein. Pour lui, la lumière et l'ombre est très important. C'est cette relation de clair-obscur. Hein, c'est ce qui va faire le modeler. Hein. De toute manière, c'est l'histoire de la peinture hein, picturale, hein, le clair-obscur. Donc, il y avait une surface. Il y avait une narration. Sur cette narration, on restituait la relation ombre-lumière, le clair-obscur. Donc, raconter une lumière, une narration, un sujet, une narration qui est liée à le clair-obscur qu'on fournit dans les tableaux, hein, sur cette surface. En vrai, chaque sujet a son format.
C'était quelqu'un qui était très ambitieux dans ses sujets. C'est pour ça qu'il se nourrissait par rapport à la littérature, parce qu'il avait envie de s'élever. C'était des challenges, en fait. Plus il avait C'était une grâce qu'il soit reconnu. Ça lui a permis de s'élever. C'est des challenges, en fait, à ses commandes, etc. Donc, s'il n'a pas été reconnu, donc il n'y aura pas de commandes. Du coup, il va se rester à un niveau, en fait. C'est ça, c'était relever des défis, en fait. C'est relever des défis, exactement. Un artiste, c'est des challenges, en fait. Parce que sinon, il n'a pas de structure, un artiste. C'est qu'il peut pas... C'est pas quelqu'un qui va au bureau. Non. C'est quelqu'un, c'est en fonction de son humeur. Il se lève le matin, il va créer, etc. Il va contempler le monde, il va restituer ce qu'il aime, ses frissons de la vie, etc. Ses émotions de la vie, il va les restituer au tableau. Mais le fait d'avoir des challenges, des commandes, va faire en sorte que le tableau reste dans l'éternité. C'était le souhait de Delacroix, de rester dans le temps. Voilà. Toute son œuvre, elle était liée à ça. D'ailleurs, c'était écrit dans son journal intime. Pourquoi il a fait ce journal? C'est parce que à un moment donné, au milieu du journal ou vers la fin de son journal, il a pris conscience qu'il allait être lu, que ça allait être édité. Donc il a commencé à... Parce qu'au début de son journal, il racontait ce qu'il a mangé au restaurant. Il va dire, voilà, j'ai acheté ça, j'ai mangé ça. Oui, il y a des choses anecdotiques, mais il y a aussi des réflexions beaucoup plus intellectuelles, profondes, beaucoup évidemment. Plus profondes. Ouais. Et vers la fin de son journal, il a commencé à enlever tout ce côté anecdotique. Pour pouvoir le protéger, enlever tout. Ce qui est incroyable, parce qu'en fait, là, quand on va acheter le journal de Delacroix, on ne voit pas tout l'espace du journal. Le journal, ça a duré des années et des années. C'est une partie, les 3/4 de sa vie, en fait. Mais comment ça a été architecturé. Donc, quand il a pris conscience que ça allait être édité, il n'a plus écrit et noté des choses anecdotiques enfin, dans ce journal. Il a pris conscience. Donc, il a fait des références, c'est-à-dire qu'il commençait à penser à être immortel, en fait. C'est, à un moment donné, un artiste a envie de rester dans le temps. À un moment donné, sa conscience lui révèle des choses, en fait. Donc, il a commencé à nettoyer son journal, ce qu'il devait écrire, etc., d'agencer son journal d'une manière accessible pour plus tard. Pour la postérité. Pour la postérité. Et il faut dire que le journal n'a été publié que quand même assez longtemps après sa mort. À la fin du 19e, finalement. D'ailleurs, oui, tout à fait. Juste une chose, il a pris conscience aussi de faire un livre de beaux-arts. Oui. Donc, dans son journal, il y a une partie où il commençait à écrire, par exemple, couleur, qu'est-ce que c'est. Et parce qu'en fait, Delacroix, dans son journal, il racontait tout ce qu'il était, en fait. Quand il a pris conscience que ça devait être édité, etc., que plus tard, ça sera sorti ou ça sera une œuvre littéraire, il a pris conscience. Donc, il a mis des choses plus intellectuelles, plus dans l'ordre de l'art, en fait. C'est ça, oui. Voilà. Et d'ailleurs, il faisait des notes à la fin de son journal, touches, reflets. Il avait envie de faire un livre de beaux-arts pour la jeune génération, en fait. C'était sa devise. Son projet. Son projet. Eh bien, je propose de faire une pause. Nous allons écouter Louis Farinck, sa deuxième symphonie en ré majeur opus 35, qui date de 1845, le premier mouvement, Andante Allegro, interprété par le North German Radio Symphony de Hanovre, dirigé par Johannes Goritzky.
Vous écoutez 3 dièses à la clé, c'était le premier mouvement de la deuxième symphonie de Louis Farinck. Nous sommes en compagnie de David Daoud pour continuer à évoquer la personnalité d'Eugène Delacroix et celle de Louis Farinck. Alors, David Daoud, peut-être nous pourrions parler de la technique de Delacroix. Comment s'y prenait-il ? Alors, la technique de Delacroix, c'est la technique de base de la peinture picturale, depuis Rembrandt jusqu'à Manet, etc. Donc, il avait le sujet en tête, et puis la dominante des couleurs, les couleurs qu'il veut adopter. Donc, sa palette est très très bien organisée.
Et on va prendre quelque chose de très simple comme sujet, on va dire un portrait. Oui. Donc que ce soit un portrait ou une scène mythologique ou une grande scène historique, que ce soit un grand format, c'est toujours la même technique qu'il adopte. Il commence toujours par il travaille par l'ombre. Oui. Il commence à faire le dessin mais au pinceau. Donc il fait d'abord des esquisses sur des carnets, sur des feuilles préparatoires, etc., des esquisses. Après il fait une esquisse soit au pastel, soit à l'aquarelle, soit une pochade à l'huile. Et pour l'effet, pour rendre compte, parce qu'en fait, sur des esquisses, on peut s'améliorer quand on fait le tableau final. Oui. Donc, sur une base d'esquisse, donc il peut par exemple, si c'est un portrait, il va esquisser le portrait, un dessin comme ça sur le format. Tout est lié à la composition du format, de l'espace, de la lumière. Oui. Donc la lumière, elle doit être mise quelque part. Il y a toujours une grande lumière chez lui, une lumière en mi-teinte, et une lumière dans l'ombre, en fait. Très peu, c'est des reflets dans l'ombre. Donc, dans l'ombre, il y a là une lumière. C'est quoi? C'est le reflet. Dans la mi-teinte, il y a une lumière moindre que la lumière principale, qui est le sujet. Donc, cette lumière principale, soit, si c'est un portrait, soit être dans le cou, soit sur la pointe du nez, ou sur un front. Et c'est placé dans le format, en fait, dans le rectangle ou dans le carré du format, quelque part, que ça soit agréable à regarder. Donc tout ça. Mais eux, ces grands peintres, ils ont étudié, ils ont architecturé, ils ont étudié, ils ont fait des copies pour comprendre la géométrie secrète de la lumière, etc. Donc c'est ça qui fait les études d'art. Ça ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend dans les ateliers. C'est une philosophie d'art qu'on apprend dans les ateliers d'artistes. C'est quelque chose de secret. Donc chez Delacroix, il compose le sujet et la lumière dessus en fonction du format. Il démarre en fonction de la dominante de l'effet si c'est une lumière chaude, il va commencer par des teintes chaudes. Oui. Donc il commence de l'ombre et tous ces dérivés de l'ombre, c'est-à-dire qu'il commençait par le saillie le creux des yeux, le nez, le volume, il cherche le volume avec une seule couleur, tout simplement, comme Caravage. Oui. Et la mi-teinte, c'est la seconde. C'est qu'il y a l'ombre. Donc, en général, il y a 3 teintes dans l'ombre, 3 teintes dans la mi-teinte et 3 teintes dans la lumière. Donc, il commence par l'ombre et il revient vers le clair. Donc, à la fin, le clair, c'est quoi? C'est la couleur qu'il rajoute. Donc, l'ombre, il reste assez mystérieux. Donc, il commence par l'ombre. Il met ses teintes de l'ombre. Il se rapproche le plus possible de la teinte générale parce que c'est quelqu'un qui pose. Il va pouvoir le peindre par la couleur de l'ombre. Il commence par l'ombre et il laisse la lumière principale, les mi-teintes et les lumières principales à la fin. D'accord. Et après, il commence à rentrer les couleurs chaudes par la dominante du tableau, de l'effet du tableau. C'est un effet chaud. Et les orangés, les rouges, etc. en mi-teinte. Et après, les lumières principales, il ramène ça à la fin. Le jaune de Naples, c'est une couleur très importante pour lui, le jaune de Naples. C'est la lumière un peu douce de la chair. Oui. Et voilà, c'est comme ça qu'il commence son tableau. Et si c'est par exemple des scènes historiques ou mythologiques, c'est pareil. Il commence toujours par faire une esquisse, des dessins préparatoires du personnage, etc. Après, des dessins de la composition. Si c'est une composition en pyramide, si c'est en serpentine à la Rubens. Mais il faut capter le spectateur, il faut toujours une ligne de force pour capter le spectateur. Donc, en général, un portrait, c'est en pyramide. Et voilà, c'est comme ça qu'il fait ses œuvres d'après les esquisses, du plus foncé au plus clair, en dégradant. Après, quand le tableau est fini, il le met de côté, il passe à un autre tableau. Il est capable de travailler plusieurs tableaux à la fois. Évidemment, il ne reste pas sur un tableau... pendant 15 jours, c'est quelqu'un il a conscience de son temps. C'est quelqu'un qui a besoin de recul. À chaque fois, il revient. Et à un moment donné, dans son journal, il écrivait qu'il avait plein de tableaux en chantier. C'est quelqu'un qui... Il revient parfois Il revient toujours. Il revient. Alors, quand il revient, il vient en glacis. Évidemment, le glacis, c'est quoi? C'est un vernis d'amarre ou un vernis sur une teinte qui est déjà peinte. Donc, tu peux pouvoir faire... ébaucher dessus sur un tableau, rajouter un reflet, par exemple, transparent.
Ah oui, oui. Avec une petite lumière transparente sur une couleur teinte. Sur un orangé, tu mets un... Le glacis, c'est une couleur plus claire que celle de la première couche. D'accord. Par-dessus. Ouais. Okay. En transparente, en glacis. Le glacis, c'est une couleur en texture assez c'est une texture assez fluide, crémeuse en fait. Oui. C'est pour ça que le vernis d'Amar, c'est des résines en fait qui combinent. Dans votre œuvre personnelle, est-ce que vous commencez plusieurs tableaux en même temps ou vous adoptez cette technique-là ou comment faites-vous? En fait, c'est une nécessité de commencer plusieurs toiles en même temps. En fait, évidemment, quand on a conscience qu'un tableau ne finit pas en une seule séance, on a besoin de toute notre intelligence. Et comme on sait que le corps, on a des limites, en fait. Déjà, on n'utilise que 30% de notre cerveau, il paraît. Donc, on a pris conscience de notre technicité. Donc, en général, le tableau, il est peint. Et puis, quand on arrive au bout, on sent qu'on n'a plus la force. Il faut l'arrêter, le tableau, sinon on va le tuer. Chez Delacroix, il dit toujours qu'il faut toujours gâter le tableau pour pouvoir l'améliorer. Oui. C'est très important pour lui, la finition. En général, les tableaux de Delacroix, ils sont tous inachevés, comme les sculptures de Michel-Ange. Mais il amplifie un effet, il exécute une expression. Mais voilà, donc il part sur ce principe. Sinon, on va rentrer dans les détails. Les détails, ça devient anecdotique. C'est-à-dire qu'ils avaient conscience du maniérisme à l'époque. On a les mêmes problèmes de l'époque de 1900 que maintenant. C'est qu'on ne tombe pas dans le piège du maniérisme, on ne tombe pas dans la facilité du déjà-vu, etc. On veut c'est toujours les mêmes problèmes. Donc moi, j'adopte la même technique, c'est-à-dire que je commence plusieurs œuvres et je les finis au fur et à mesure, au bout de 15 jours, un mois. Je les oublie et je les revois. Parce que quand on revoit les tableaux, on sait vraiment ce qui se passe. Sinon, on change de métier. Si on ne sait pas tous les défauts. C'est comme ça qu'on arrive à constater les défauts des œuvres, en fait. Alors, en y revenant. En y revenant et à avoir du recul. C'est très important, les reculs. On n'a pas la capacité d'en juger sur le coup dans l'effet de l'exécution assez énergétique, en fait. Il faut vraiment avoir du recul, fur et à mesure, et de commencer d'autres, en fait. Et ma technique, elle est liée à la même technique des grands maîtres. Moi, j'ai une technique académique, en fait, à la base. Même tout en étant contemporain ou assez libre, j'ai la même technique. Vous peignez vite? Je peins vite. Je peins vite, mais je finis doucement. C'est-à-dire que je démarre vite, parce qu'en fait, c'est un jet d'esprit sur la toile. Faut raconter ce qu'il y a là, en fait, dans notre cœur, dans nos émotions, pour pas que ça se perde, en fait. Et puis je démarre, je fais plusieurs œuvres, et puis je les monte au fur et à mesure. C'est quand on revient aux toiles, c'est plus délicat, parce que parfois il y a des effets, quand on fait vite, il y a une énergie et on est capable de le perdre. Faut toujours avoir conscience du rendu, en fait. Ce qu'on veut rendre. C'est... Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les œuvres d'art sont destinées à l'œil du spectateur. Absolument. Et sinon, il n'y a pas d'art. Si les spectateurs, même à la préhistoire, dans la grotte de Chauvet, ils savaient très bien qu'on allait voir. Il y avait un esthétique. Et on parle d'esthétique, là, justement, Delacroix, il a été reconnu par Baudelaire, cette esthétique qui est vraiment rare. Vous savez, le talent, c'est pas de savoir dessiner, c'est pas de savoir peindre. C'est un esprit, c'est un esthétique, c'est quelque chose de l'ordre du talent. C'est quelque chose, c'est une grâce d'une divinité. C'est pour ça que tout le monde n'est pas artiste. Et ce talent-là, chez Delacroix, ça a été repéré par des grands philosophes, par Baudelaire, par des grands de l'époque, par l'État. C'était pas rien. Il y avait cette esthétique, cette grâce, cette beauté. Et le beau, il y a quelque chose de particulier. Donc, et puis cette manière de rendre les chevaux. Ah oui, parce qu'en fait, les chevaux, les félins, c'était des animaux qu'il adorait peindre. Il adorait les animaux. Il avait même peint des serpents. Il aimait toute la faune de la vie, en fait. Il adorait les plantes. Il dessinait des plantes. Il peignait tout.
Et ce qui est bien chez Delacroix, c'est que quand tu vois le cheval, tu sens la vie chez lui. Tu vois le cœur. C'est tellement... On n'est pas dans l'exactitude du cheval. Non. Mais il a su s'arrêter pour avoir un esthétique parfait, qui soit intemporel. Voilà. Eh ben, on va faire une petite pause. On va continuer à écouter la deuxième symphonie de Luis Farenc, le deuxième mouvement, Andante.
C'était le deuxième mouvement de la symphonie numéro 2 de Louis Farenc, interprété par le North German Radio Symphony de Hanovre sous la direction de Johannes Goritzky. Nous sommes en compagnie de David Daoud pour parler d'Eugène Delacroix et écouter l'œuvre de Louis Farenc. Alors, Baudelaire disait de Delacroix que c'était le premier des modernes. Quelle est l'influence de Delacroix? Qu'est-ce qu'il a apporté à la modernité? Delacroix, il a ramené à la modernité, au contemporain, à ce jour, la modernité de la restitution de la couleur, c'est-à-dire que le travail des couleurs. Ouais. Et cette liberté dans la touche, dans la manière de peindre, et puis la composition, cette audace de composition, des choix des œuvres d'art, enfin des choix de ces compositions dont les impressionnistes ont beaucoup regardé. D'ailleurs, la plupart des impressionnistes ont copié la barque de Dante quand ils l'ont vu au salon de Carré des arts. Ils sont partis rencontrer Delacroix, comme Cézanne, comme Monet, Manet. Et alors ils ont tapé à la porte, bonjour. Ils lui demandaient l'autorisation. Hein, c'était pas genre ils n'envoyaient pas des courriers. Est-ce que je peux copier votre... Alors ils tapaient à la porte de Delacroix. Il disait c'est qui, etc. Lui, je suis le peintre Manet. Est-ce qu'on peut... avec mes respects, j'adore ce que vous faites, etc. On peut vous copier la barque de Dante, parce qu'il fallait demander l'autorisation. Ouais. Il m'a dit, bien sûr, vous pouvez copier la barque de Dante, évidemment. Pour lui, c'est quelque chose de fantastique d'avoir un peintre vivant, reconnu et admiré par les artistes contemporains de l'époque. En fait, c'est quelque chose de... Il a acquis son challenge. Absolument, ouais. Et... Puis dans la barque de Dante, dans ses compositions, dans ses œuvres de Delacroix, il y avait cette couleur qui a amené ces contrastes de couleurs. C'est-à-dire que les contrastes de couleurs, c'est quoi? C'est le rouge par rapport au vert, du bleu par rapport à l'oranger. Et c'était les bases de tous ces artistes de l'époque qui émergent, quoi. Ils ont donné un flux à cette direction, en fait. Delacroix a combiné ça dans ses œuvres, en fait. Il a étudié la couleur pour pouvoir restituer ça. C'était l'un des précurseurs de tout ça. Hein. Ouais. Évidemment, il y avait un certain scientifique qui a découvert les lois des couleurs, etc., la géométrie. Mais Delacroix a mis en œuvre ça. C'était une obsession pour lui, Delacroix. C'est pour ça qu'il notait dans ses carnets toutes les couleurs et toutes les dérivés des couleurs et les contrastes, en fait. Le ciel bleu au lever du soleil, tout paraît bleuté dans le temps général, mais quand le soleil se lève, tout le climat, toute l'ambiance est orangée. Et c'est la loi des couleurs simultanées, les lois des contrastes des couleurs. C'est ce qui va faire en sorte que, comme le tableau de Monet, le coucher de soleil levant, enfin, vous vous souvenez de ça? Impression soleil levant. Impression soleil levant, tout à fait. Ben, c'est la même chose que ça a été pris par les bases. C'est Delacroix qui a commencé à faire ça, en fait. Les dominantes des couleurs dans les œuvres d'art, dans ses œuvres. Une ambiance chaude, ambiance froide, le contraste du rouge et au vert, etc. C'est pour ça que c'est moderne, c'est somptueux. Puis les ornements, les couleurs des ornements, il a utilisé ça dans tous ces coins des tableaux, dans toute sa peinture. Et dans chaque tableau, c'est appétissant, il y a à manger. Il y a une richesse, il y a un travail de couleurs jamais inégalé. On ne peut pas faire pareil, impossible. Ça va demander, déjà, il faut rentrer dans la peau de Delacroix, il faut prendre du temps. C'est quelqu'un qui a été dévoué à son art. Et toute sa vie, c'est son art. Delacroix, avant de dormir, il pensait à son œuvre, à ses œuvres qu'il va fournir le lendemain, etc. Donc, il n'a pas été perverti, il s'est caché. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé seul et réservé, etc. Parce qu'il voulait être vraiment, pour pouvoir
donner de la puissance à son art, quoi. Et on a écouté Louise Farinck, on en a parlé aussi, peut-être un peu moins que de Delacroix, mais Louise Farinck aussi s'inscrit dans... Quel peut être son apport ou à la musique? Louise Farinck, en fait, on connaît très peu de choses. En fait, évidemment, il faut voir les correspondances de Louise Farinck, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a donné à son œuvre quelque chose d'audacieux, une énergie, cette virilité dans son œuvre qui a donné naissance à Schumann, plutôt à Brahms, et était dans la continuité. Et puis c'était pas commun. C'était avant une des œuvres la plus grande les plus grands compositeurs, c'était c'était germanique en fait. Hein. Oui. C'était allemand. C'est des compositeurs allemands qui sont. Mais c'est une des premières françaises femmes compositrices à avoir autant d'audace et d'une virilité dans son œuvre. Et quelle beauté, quoi. C'est quelque chose de très beau. Oui. Elle a fait 3 symphonies, c'est pas rien. Non. Évidemment, grâce à son mari Aristide, qui l'a son impresario un peu. Impresario, exactement. Ouais. Il était aussi musicien, flûtiste. Et qui éditait ses œuvres. Ouais. Un artiste ne sait pas se mettre en valeur, évidemment. Elle n'était pas dévouée à ça. Hein. C'était une artiste hors du commun. Et puis, je pense qu'elle s'est battue, et puis elle est arrivée, puis elle a bien vécu. Je pense qu'elle a vécu à peu près 70 ans, je ne sais pas. Oui, Donc voilà, c'était pour vous faire découvrir des coups de cœur. Ben voilà. Eh bien, merci beaucoup David Daoud. Merci à vous. Et puis j'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer à nouveau pour d'autres coups de cœur. Certainement. Voilà. Merci à vous. Alors, si vous voulez voir quelques œuvres de David Daoud, il y a 2 expositions collectives actuellement, à Bruxelles, à la galerie Bruno Matisse, et à Warem, à la galerie Évasion. Et puis en octobre, David Daoud exposera alors à Liège, à la galerie Christine Colomb. Exactement. Voilà. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. On termine avec le 3e mouvement Scherzo Vivace de Louise Farinck, de sa 2e symphonie. À bientôt, merci. À bientôt.